On dirait les images de la guerre de 1914, et pourtant non, ce sont des images de la guerre de 1939, celle qui commence en 1939. Ces mêmes hommes qui partent, ces mêmes adieux à la gare, on va vers le front, on évacue les enfants. On revoit les visages des femmes qui pleurent en les regardant partir. Et puis on évacue aussi les œuvres d'art des musées. On protège les monuments. À Venise, on protège les chevaux millénaires. Et on enterre les statues. Les villes se préparent à la guerre. On met du papier collant sur les vitres. Les élégantes adoptent le masque à gaz. On s'habitue au bruit des sirènes. Et les couturiers adaptent la mode aux circonstances. Il faut descendre aux abris à la moindre alerte. Là, on échange des propos désabusés sur cette drôle de guerre. Le roi et la reine d'Angleterre sont présents. Même les chiens sont équipés de masques à gaz. La vie continue. Le cinéma continue. On tourne un film dont le titre, Le Déserteur, sera refusé par la censure et qui s'appellera comme la chanson célèbre, Je t'attendrai. Aux actualités sont projetées les images des premiers prisonniers allemands. Ils ne seront pas très nombreux. Les artistes font des tournées sur le front. Maurice Chevalier, Joséphine Baker et une chanteuse anglaise. Les artistes participent à cette solidarité patriotique. On tricote des lainages pour ceux du front où on prépare des colis. C'est la drôle de guerre. Les soldats jouent aux cartes ou adoptent des orphelins et les font jouer à la guerre. L'armée française est tellement passive qu'elle cherche à tromper son ennui dans des divertissements puérils. Tu donnais des idées de débauche de noires pensées. Oh, cafard, tu viens de passer l'arme à gauche grâce au pinard. En face, il y a l'armée allemande qui s'apprête, elle, à envahir l'Europe.
Juin 40, c'est la vraie guerre. Les populations fuient. C'est l'exode. La propagande nazie filme ces images d'une France à l'abandon et qui perd tout en quelques semaines. Cette même propagande filme l'entrée des troupes allemandes dans les villages français. Elle filme également la débâcle de tout un peuple et veut déjà convaincre l'opinion que l'on peut s'entendre entre vainqueurs et vaincus. D'ailleurs, l'occupant distribue des vivres et de l'essence pour que les citadins puissent regagner les villes. Les routes de France, en cet été 40, ne sont plus qu'un gigantesque cimetière de voitures, tout cela en 6 semaines. Le vainqueur décide de visiter Paris au petit jour, un matin de ce même été. Moins discrètement, le maréchal Hermann Göring descend à l'hôtel Ritz. Un amateur filme en cachette l'entrée des Allemands à Paris. Les panneaux indicateurs sont écrits en allemand. Sur les marches du métro, les petits vendeurs de fleurs sont revenus. Des prisonniers français dégagent les monuments recouverts de sacs de sable. D'autres sont emmenés dans les camps allemands. Et puis, il y a ceux qui sont si faibles que le vainqueur n'en veut même plus et les renvoie. Les Parisiens s'adaptent, les bicyclettes remplacent les voitures, tout le monde les utilise. Elle est partout, la bicyclette, dans les rues de la ville. Elle devient même taxi. Le vélo-taxi est né. Sur les Champs-Élysées, on peut voir les façades des cinémas et les cafés qui sont devenus les rendez-vous de l'armée d'occupation. Les hippodromes ont rouvert. La mode fait à nouveau son apparition. Et la star allemande, Marika Röck, se montre à Longchamp. Elle est la vedette d'un film pseudo-oriental tourné en 1940 à Berlin. Berlin qui devient la capitale de l'Europe.
Et c'est encore à Berlin qu'Hitler retrouve son peuple fanatisé. Le docteur Goebbels est le grand maître de cérémonie de la propagande et de la culture du Troisième Reich. L'art officiel est un hymne au Führer qui, par ailleurs, ne dédaigne pas de cajoler son filleul, le fils de Göring. Berlin est triomphante. Berlin chante, comme chante Hilde Hilbrand, que le régime nazi substitue à Marlène Dietrich, partie pour Hollywood. Liebe, musst du erleben, sie schenkt dir Stunden, die du nie vergisst. L'Angleterre, seule, résiste, malgré les bombardements incessants. Les Londoniens se réfugient dans le métro. Au-dessus, au dehors, c'est l'enfer que chaque matin révèle au sortir des abris. L'Angleterre tient bon malgré les destructions, malgré les incendies, malgré les morts. Londres tient bon, comme toute l'île. Pire encore que Londres, il y a Coventry, pour laquelle l'état-major allemand invente le mot de Coventryser, c'est-à-dire anéantir. Au matin de ces bombardements, les survivants regardent les interminables listes des victimes qu'on emporte au cimetière, vers d'immenses fosses hâtivement creusées. L'Angleterre se tourne vers sa reine, vers son roi, qui donne l'exemple. Il y a les femmes anglaises qui résistent et montrent un courage exemplaire. Elles font marcher le pays, à elles seules, pendant que les hommes sont à la guerre. Elles-mêmes s'engagent dans l'armée. Elles sont des aviatrices exemplaires. Toute l'Angleterre est à l'image de ces chauffeurs de taxi qui, sous les bombardements, n'arrêtent même pas leur voiture et se contentent de remplacer leur casquette par un casque. Sur mer, la marine allemande a coulé l'Empress of Britain, qui emmenait au Canada des petits réfugiés britanniques. Et tous les jours, reviennent en Angleterre les rescapés des navires anglais torpillés. Le Queen Mary, camouflé, force le blocus et gagne les États-Unis. Dans les docks de New York, le Normandie prend feu en février 1942 et brûle pendant plusieurs jours. La Croix-Rouge américaine envoie un bateau pour apporter à la France des secours et des vivres.
Les réfugiés arrivent aux États-Unis, de partout, et prêtent serment. Certains ne sont pas admis et sont renvoyés. L'Amérique redoute la présence d'espions, car des agents allemands peuvent s'infiltrer parmi les réfugiés. Ceux qui sont démasqués sont jugés, puis exécutés. Les États-Unis se préparent à la guerre. Les portraits des boys envoyés à la guerre sont exposés dans les vitrines des petites villes. L'armée américaine, elle aussi, organise des spectacles pour divertir les troupes. Les stars du moment, comme Mickey Rooney, participent à cet élan de solidarité. À Washington, les plus grandes vedettes défilent dans des jeeps et font campagne pour l'emprunt de guerre. Un nouveau mythe apparaît, celui de la pin-up, que les soldats accrochent au-dessus de leur lit et qui veille sur eux, comme ici Jane Crane. Good night, Joe. Sweet dreams. C'est le moment où naît une nouvelle idole, Frank Sinatra. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. Saturday night is the loneliest night of the week. La jeunesse américaine danse au son du jazz en consommant la nouvelle boisson à la mode, le Coca-Cola, qu'on boit désormais à la bouteille. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Bing Crosby est là et une nouvelle danse apparaît, le Jitterbug. Un nouvel appareil fait fureur, le jukebox. Until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. New York entre dans la guerre. Ses enseignes lumineuses donnent aux New-Yorkais les nouvelles du monde. L'Amérique prend conscience de la gravité de la situation et des manifestations proclament même que Jésus est préférable à Hitler. Bientôt, les États-Unis subissent eux aussi des restrictions. On économise tout. Même les boîtes de conserve sont récupérées pour en faire de l'acier. Les femmes américaines sont entrées dans la guerre, elles aussi, et travaillent dans les usines d'armement. On fabrique spécialement pour elles de nouvelles tenues de travail. Voulant s'inspirer de la guerre, la mode des chapeaux est extravagante. On invente des sacs lumineux.
des chapeaux clignotants pour nuit d'alerte. Les luttes ouvrières sont toujours aussi violentes. Les grèves et les défilés continuent. Mais l'intérêt national impose l'union. Syndicats et patronat signent des accords. Les usines se remettent en marche, tandis que les agriculteurs, même les plus pauvres, contribuent au ravitaillement des villes. George Gershwin est mort et son opéra noir Porgy and Bess triomphe lors de sa première à Broadway. D'autres noirs célèbres triomphent. Le boxeur Ray Sugar Robinson. Triomphe aussi Ella Fitzgerald, la reine du scat. Tandis que des femmes noires sont enrôlées dans l'armée et que des bataillons sont composés uniquement de noirs. L'armée française aussi avait appelé des milliers de soldats de couleur pour subir les premiers le choc de l'offensive. À ces races supposées inférieures par les nazis, le Troisième Reich oppose le mythe du grand arien blond, sculpté par Arno Breker, artiste officiel du nazisme. La petite fille de Wagner vient assister à Paris à un concert symphonique dirigé par un jeune chef d'orchestre, Herbert von Karajan. Paris devient pour l'occupant un lieu de luxe et de plaisir. Mistinguett triomphe toujours. Les galas se succèdent. Sacha Guitry est de toutes les fêtes. Il interprète Napoléon à l'écran dans un film où Jean-Louis Barrault incarne Bonaparte. Édith Piaf devient célèbre. Il va tout seul dans ce coin bleu. Tu as caché dans tes grands yeux un ciel d'amour, un ciel tout bleu.
Abel Gans tourne sur la Côte d'Azur. Marcel Carnet réalise Les Visiteurs du soir. Jacques Becker débute. Et Gaby Morlet devient l'héroïne des films larmoyants et familiaux, influencés par la propagande de Vichy. En mai 1941, la fête des mères est instituée pour imiter l'Allemagne nazie. Les mères françaises sont décorées au son de l'hymne à la gloire du vieux maréchal. L'idéologie du régime de Vichy est fondée sur le retour à la terre, l'effort physique et le refus du progrès. Ceux qui ont l'âge de partir travailler en Allemagne y sont envoyés pour remplacer les Allemands qui sont au front. Le cinéma de propagande les montre, heureux de vivre en Allemagne et de participer à son effort de guerre. Le dimanche, ils visitent les vieilles villes germaniques ou assistent à des spectacles venus de Paris. Des artistes français ne refusent pas les invitations allemandes. Daniel Darieux, Viviane Romance, Suzy Delair ou Albert Préjean. L'amour fou de l'anglaise Unity Mitford pour Hitler la conduira au suicide dès le début de la guerre. D'autres artistes, comme Corinne Lucher, collaboreront avec les Allemands. Tandis qu'à Paris s'ouvre l'exposition du Juif contre la France. Il n'est plus permis de chanter la vie parisienne d'Offenbach, ni de jouer du Mendelssohn ou du Weber. Le Juif est devenu l'ennemi, mais il n'est pas le seul, il y a aussi l'Anglais. La propagande dénonce la perfide Albion. Et lorsque des prisonniers anglais arrivent à Paris, ils sont injuriés et frappés dans la rue. Doriot proclame la venue d'un ordre nouveau. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! De jeunes Européens endossent l'uniforme allemand pour aller combattre le bolchevisme sur le front russe. En décembre 1940, Hitler rend à la France les cendres de l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier, en présence des descendants de l'empereur. Le froid est intense et à l'intérieur, les appartements sont glacés. On construit des maisonnettes en bois pour se réchauffer. Les halles sont vides et les files d'attente se multiplient devant les magasins. Dans le même temps, certains restaurants sont complets et le marché noir bat son plein. Une fois de plus,
La mode reflète son époque avec les tickets de rationnement et les sucriers vides. C'est aussi le temps des paillettes, des dorures, des galons proposés par Jeanne Lanvin. On invente la robe du soir courte pour les soirées d'alerte. La mode est inventive et propose des chapeaux décorés avec des copeaux et de la sciure de bois. Le bois remplace le cuir pour la semelle des chaussures. Il n'y a plus de soie, il n'y a plus de bas. On se badigeonne les jambes avec de la peinture et l'on trace un simple trait de crayon. Les cheveux coupés sont récupérés et vont fournir la matière première pour de nouveaux tissus. L'Europe est devenue un véritable marché aux puces, une gigantesque foire à la ferraille où tout est réutilisé. Les statues de bronze sont fondues et tous les objets familiers s'en vont à la casse. Maurice Chevalier improvise devant les actualités un sketch où il pleure son automobile. D'étranges véhicules apparaissent qui utilisent toutes sortes de nouvelles énergies. Les vélotaxis transportent les hommes d'affaires ou bien de jeunes mariés. Au milieu de ce bric-à-brac, certaines inventions comme la télévision commencent à s'imposer. Aux États-Unis, la télévision est entrée dans les mœurs et les habitués des bars peuvent suivre le dernier show de Carmen Miranda. La télévision entre également chez les familles. Ce soir, c'est le carnaval de la Nouvelle-Orléans, où la guerre est tournée en dérision. Ce sont aussi des images du terrible hiver 42. Et des chutes du Niagara figées par le froid. Et encore, les images de l'expédition de l'amiral Byrd au pôle Sud. Un nouvel objet a fait son apparition sur les toits des maisons, l'antenne de télévision.
Mais ce nouveau moyen de capter les ondes ne se résume pas au spectacle, il trouve son emploi dans la guerre moderne avec le radar. Fleming a découvert en 1941 la pénicilline, le premier antibiotique prioritairement réservé aux soldats. Plus mystérieux encore sont les travaux qui réunissent autour des cyclotrons des universités américaines les savants atomistes comme Enrico Fermi, exilé de l'Italie mussolinienne. Albert Einstein signe avec plusieurs de ses collègues un appel solennel au président des États-Unis pour le mettre en garde contre les terribles utilisations possibles de l'atome. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. De nouvelles armes apparaissent, comme les bombes volantes qui vont terroriser l'Angleterre sous le nom de V1 puis de V2. La terreur devient quotidienne. L'Europe est en ruine dans cette guerre qui fera plus de 50 millions de morts, dont la moitié de civils. Des villes entières sont bombardées et anéanties. Ni les églises, ni les monastères russes n'échappent à la destruction. Comme partout dans le monde, les femmes russes travaillent dans les champs ou dans les usines. Comme partout dans le monde, les privations frappent la population civile. Le métro de Moscou sert d'abri pendant les bombardements. Leningrad, pendant les longs mois de son siège, lutte contre le froid et les privations. Il n'y a plus rien. Il faut même, pour avoir un peu d'eau, briser la glace. Cependant, la vie continue. Les intellectuels poursuivent leurs travaux dans les bibliothèques. Et Shostakovich compose sa musique. Et puis, un jour, on construit sur le lac Ladoga, gelé, la route qui va permettre à Leningrad de ne plus être isolé du reste de la nation.
Et sur cette route, pourtant inlassablement bombardée par l'aviation nazie, commencent à affluer les camions remplis de vivres. On construira même une ligne de chemin de fer. Après la victoire de Stalingrad, Moscou respire et fête Noël avec ses enfants. Tandis que, loin de là, les alliés anglo-américains se retrouvent et commencent à préparer le débarquement tout en fêtant, eux aussi, Noël. L'Angleterre travaille jour et nuit, avec à sa tête l'infatigable Winston Churchill. Il sait parler à son peuple par la voix de la radio, qui a été si présente tout au long de cette guerre, qu'elle ait annoncé défaite, victoire, qu'elle se soit fait l'écho de la propagande, ou qu'elle ait retenti dans la nuit clandestinement, lorsqu'elle portait, venue de Londres, la voix de l'espoir. Déjà, dans l'Europe occupée, des maquis se forment, la résistance s'organise. Des hommes entreprennent des actions clandestines contre l'occupant. Ils font de nombreux prisonniers allemands, ce qui déclenchera de la part des nazis arrestations et exécutions. Les représailles n'arrêteront pas pour autant l'élan de la résistance. À période exceptionnelle, faits divers exceptionnels. On découvre en plein Paris un charnier humain. Un médecin, le docteur Petiot, proposait à des juifs de les aider à fuir, leur prenait leur argent et les assassinait avant de faire disparaître leurs cadavres. Et les actualités de l'époque mêlent à ces images macabres celles tragiques des lointains ghettos d'Europe centrale. Celui de Varsovie est coupé de la ville par un pont en bois. Telle s'y déroule la vie quotidienne de 1940 à 1942. Et puis il y aura le soulèvement, les rafles, les trains au bord des quais qui emmèneront les 50 000 survivants du ghetto dans le camp d'extermination de Treblinka.
Le ghetto sera ensuite rasé. Un an plus tard, les Alliés débarquent en Normandie et en Provence. C'est la joie et l'allégresse d'un peuple libéré. L'épuration commence. Des dénonciations, des règlements de compte, des jugements sommaires ont lieu un peu partout. Les femmes soupçonnées d'avoir eu des relations avec les Allemands sont tondues. Mais la guerre n'est pas finie. Des unités de partisans se constituent dans toute l'Europe qui harcèlent les armées allemandes. En France, les FFI, Forces françaises de l'intérieur, aident les armées alliées à libérer le pays. L'armée américaine poursuit sa marche vers Paris. C'est la joie, le soulagement en cet été 1944. Paris vit les dernières heures de l'occupation. L'électricité manque et la lumière du jour éclaire les scènes des théâtres. Une élégante d'une autre époque circule sur les Champs-Élysées déserts. Tandis qu'un peu plus loin, les camions de l'armée allemande recouverts de branchages filent vers l'est. Un soldat tente d'attraper un dernier train. Ceux qui n'ont pas pu fuir sont faits prisonniers et exhibés devant la caméra. Et puis c'est la libération de Paris, la première Marseillaise. La première interview du premier GI. We're very happy indeed. We know it's a happy day for all you people of France to know that you can come back to Paris. And we hope that soon this war will be over. All we Americans will return to our own land and leave Paris to your grand and glorious and great and ever-loving French people. Quelques mois plus tard, c'est la découverte des camps d'extermination. Entre 7 et 9 millions de morts, dont plus de 5 millions de juifs. Les gardiens, hommes et femmes, sont arrêtés. Les autorités allemandes locales doivent constater sur place l'horreur qu'elles prétendaient ignorer.
Et puis, il y a les survivants, derrière les fils de fer barbelés. Ou ceux à qui on donne les premiers soins. Avant l'arrivée des Alliés, les Allemands avaient tenté de faire disparaître toute trace de ces camps de la mort. Des soldats alliés, un instant arrêtés dans leur marche qui mène à l'écrasement d'Hitler, réapprennent aux enfants le goût du lait. Ce regard nous renvoie à d'autres enfants manipulés, embrigadés. Ces enfants japonais qui demain, le 6 août et le 9 août 1945, à Hiroshima puis à Nagasaki, connaîtront eux aussi l'horreur.